Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons des résultats partiels des dernières élections tenues au Burundi et qui donnent déjà le candidat du pouvoir vainqueur de la présidentielle. Une fantaisie selon le principal leader de l'opposition. La culture africaine est en deuil. Mori Kanté, l'auteur du tube légendaire Yeke Yeke, s'est éteint ce vendredi à Conakry. Dans un tweet, le président Alpha Condé parle d'un parcours exceptionnel. Évocation dans Culture Hebdo avec Roger Montou. Nous reviendrons sur les dernières informations relatives au Covid-19. Nous irons notamment au Nigeria, où le confinement provoque du stress chez certains. Une fois encore, bonsoir. Ouvrons par le Burundi, où le leader du principal parti d'opposition, Agathon Rwasa, a qualifié de fantaisistes les résultats partiels portant sur 12% des 119 communes proclamées jeudi par la radio-télévision nationale, accordant au candidat du pouvoir une victoire écrasante. Ces résultats partiels donnent par exemple au candidat du parti au pouvoir, CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, 73,9% contre 24,6% à M. Rwasa dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, pourtant considéré comme un fief historique du chef de l'opposition. Cette publication partielle des résultats surprend d'autant plus que le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait appelé jeudi matin les Burundais à la patience pour la publication des résultats partiels attendus, disait-il alors, pour lundi. L'un des principaux fugitifs poursuivis par la justice internationale pour le génocide au Rwanda, Augustin Bizimana, est décédé il y a près de 20 ans. C'est ce qu'annonce ce vendredi un tribunal de l'ONU, moins d'une semaine après l'arrestation d'un autre suspect majeur de ce génocide rwandais. Ex-ministre de la Défense, Augustin Bizimana était accusé d'avoir été l'un des hauts commanditaires du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Un génocide qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes. En Guinée, le centre de traitement des épidémies de Nongo, de nouveau en service, Médecins sans frontières, a rouvert fin avril dans la banlieue de Conakry, la capitale guinéenne. Ce centre médical d'une capacité de 75 lits, l'ONG l'avait mis sur pied en 2015 au plus fort de l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2016. Ce centre répond ainsi à la saturation des structures sanitaires publiques. Une centaine de médecins y suivent des patients aux symptômes légers et grave dans cet espace rénové et adapté pour lutter contre le Covid-19. Ailleurs, les prisonniers marocains joignent leurs efforts et s'engager dans la lutte du pays contre la propagation du coronavirus. Et comment? Eh bien, tout simplement en fabriquant des milliers de masques pour les autres détenus. Au Nigeria, des milliers de personnes reçoivent des soins de santé mentale gratuits grâce à un programme mis en place pour aider les gens à faire face au stress et à l'isolement dû au Covid-19. Le programme Mentally Aware Nigeria, ou MANI, a été conçu par des psychologues et des experts médicaux pour créer un environnement où les gens peuvent rechercher des soins de santé mentale sans crainte de stigmatisation ou de discrimination. C'est un reportage de Timothy Obiezu à Abuja. Le récit est signé Yakuba Ouedraogo. La psychologue nigériane Aïcha Abdoulaye tient des séances quotidiennes de psychothérapie à son domicile d'Abuja. Elle fait partie des nombreux psychologues et conseillers répondant à une augmentation significative des problèmes de santé mentale dus en partie à la propagation du nouveau coronavirus.
Lorsque le confinement a commencé, en particulier dans certains États du Nigeria, il y a eu une forte augmentation de la présence des gens sur les médias sociaux. Et presque dans chaque conversation que vous regardez, vous voyez quelqu'un parler d'un problème de santé mentale. Soit ils sont éprouvés par la peur, la panique, ou leur niveau de stress a augmenté à cause du travail à domicile. Donc, il y a un sentiment de solitude et de dépression. Avant le début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'un Nigérian sur 4 souffrait de problèmes de santé mentale. Abdoulaye affirme que c'est l'incertitude qui alimente une grande partie de l'anxiété chez les patients qu'elle traite. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'informations pour savoir s'il y aura un vaccin et quand ça sera le cas. C'est donc une situation effrayante et évidemment même pour quelqu'un qui prend soin de sa santé mentale. Il y a aussi beaucoup de chagrin pour les personnes qui ont perdu des êtres chers, pour les personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance. La stigmatisation liée à la recherche d'un traitement de santé mentale est l'une des principales raisons pour lesquelles environ 10% des Nigérians reçoivent l'aide dont ils ont besoin, selon les professionnels de la santé. Je me souviens avoir eu une crise de panique une fois et je l'ai dit à ma sœur, mais c'est moqué de moi parce que disons, pourquoi devrais-tu avoir une crise de panique? Tu dois être une femme nigériane noire forte, tu dois te fortifier. Mental Error Nigeria essaie d'aider des gens comme Tara. Il a introduit des sessions en ligne qui impliquent les téléspectateurs à travers le pays pour les aider à surmonter leurs difficultés. Mani a vraiment touché ma vie d'une manière dont je ne peux pas parler. Le fait de faire cette vidéo, de parler de mes difficultés de santé mentale, des choses que j'ai dû traverser, me montre à quel point je me sens bien. Personne ne sait quand les chercheurs trouveront un vaccin contre le nouveau coronavirus. En attendant, des psychologues nigérians comme Abdoulaye et des groupes comme Mani ont fort à faire. La pandémie de coronavirus a fait plus de 333 000 morts dans le monde avec plus de 5 millions d'infections. L'Europe continue d'avancer sur la voie d'une lente normalisation avec précaution. Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs arrivant de l'étranger. Des rares exceptions sont prévues pour les transporteurs routiers, des personnels médicaux et les Irlandais. En France, le week-end ensoleillé de l'Ascension passé sur la plage ou dans les parcs alimente les craintes d'une nouvelle vague de contamination dans le pays. Quant à la Chine, elle a proclamé ce vendredi comme prévu sa victoire sur le nouveau coronavirus. Ici, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux de vendredi à dimanche pour honorer la mémoire des victimes de Covid-19. À New York, la diaspora africaine compte beaucoup de Maliens, parmi eux Bala Sissoko, un entrepreneur ayant immigré aux États-Unis il y a plus de 29 ans. Travaillant depuis une vingtaine d'années à son compte, il explique que la crise de coronavirus a fortement impacté son quotidien ainsi que celui de ses employés. Très impliqué dans la vie associative de la diaspora malienne aux États-Unis, il nous raconte ici, dans cet élément, comment il contribue à aider la communauté malienne de New York à lutter contre la nouvelle maladie. Son action, il a d'ailleurs tenu à l'étendre au-delà des frontières américaines en apportant de l'aide directement au Mali. Dili Diko l'a joint. Quand le coronavirus est venu, il y avait la panique totale chez nous, dans toutes les communautés. Toutes les communautés ont été touchées. Donc j'ai appelé mon équipe, j'ai dit qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour notre communauté. Donc ça dit, comme vous-même vous êtes là, et questions sanitaires, les masques, les gels, tout, c'était très grave. C'était très difficile d'en trouver. Même si tu avais l'argent, c'était pas facile. Donc Dieu merci, on a fait des démarches et on a eu beaucoup de masques et des gels et des gants aussi. Donc à travers ça, on a fait des distributions de gants, des distributions de masques et des gels pour notre communauté ici, d'abord à New York, comme c'est la ville qui a été très touchée aux États-Unis. Dites-moi, est-ce que ici à New York, il y a beaucoup de Maliens qui ont été directement touchés par le coronavirus?
Malheureusement, je dirais oui. Oui. Bon, il y a à peine 48 heures, et le corona, cette pandémie a touché et a frappé notre porte encore. On a de nos concitoyens ici qui ont vraiment perdu la vie, même il y a 48 heures de cela. L'action que vous menez ici à New York pour aider la communauté malienne, vous l'avez étendue au Mali et que vous envoyez également des aides et des équipements médicaux. Est-ce que vous pourriez m'en parler davantage? Oui, effectivement. Et bon, on a commencé ça depuis, je dirais, en 2006 déjà. Et on continue à faire ça. Et même il n'y a pas quelques semaines de cela, on a fait un conteneur qui est tout ici d'abord et qu'on va acheminer pour le Mali, pour le coronavirus aussi. Et c'est les gants, les masques, toutes les PPP, c'est-à-dire comme les protections et produits comme ça. En tant qu'entrepreneur ici aux États-Unis et personne de la diaspora malienne ayant vécu ici plus de 29 ans, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment est-ce que cette pandémie vous a affecté au niveau personnel, comment vous vivez ça et comment est-ce que ça a affecté aussi votre business? Ça me fait 29 ans aux États-Unis ici et ça me fait presque 20 ans que je travaille pour moi-même et avec mes employés. Et c'est une première comme ça que j'ai vue pendant tout mon séjour aux États-Unis ici. C'est pas facile. Je pense que ça, tous les business ont été très, très touchés, et pas le mien seulement, mais tous les business. Ça, c'est un. Et puis de deux, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour toi, qui te forcent, pas forcés même parce qu'ils sont au courant aussi, mais que tu les dis de rester à la maison. Et bon, sans salaire et rien, et étant un entrepreneur, et personnellement, ça te touche beaucoup. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Nouvel épisode de notre série À quand la reprise? On part ce soir en Côte d'Ivoire pour faire la connaissance de Kamaret Lemassé, chauffeur de taxi à Abidjan. Depuis le début du confinement, ses clients se font rares et il peine à gagner assez d'argent pour subvenir donc aux besoins de sa famille. Voyons cela dans cet élément. Depuis cette maladie de coronavirus a commencé, en tout cas, ça menait beaucoup de trucs dans mon travail. Le problème m'a battu même, il a dit non de garer la voiture. Quand il dit le problème fini, il dit non, on peut débrouiller un peu avec. D'habitude, avant, il sortait à 5 h, il venait à 22 h, 23 h à la maison. Bon, maintenant, là, il ne peut plus faire ça. Il s'est obligé de sortir à 5 h 30 pour venir à 19 h à la station. D'ici, il finit de prendre le carburant, tout ça là. Il est à 20 h, 20 h 30. Il rentre à la maison. Pour gagner la recette, même, c'est dur. On n'arrive même pas à faire quelque chose. La recette, avant, on faisait 15 000. Maintenant, là, c'est 7 000, 8 000. Souvent, même là, pour gagner 7 000, c'est le problème. Dans les là, on ne sait pas comment il faut faire les là. On fait avec. Si tu restes à la maison, qui va te donner? Donc, tu es obligé de sortir, tourner un peu. Tu as gagné 2 000, tu as gagné 1 000 francs, 500, tu viens à la maison. Tu vois, là, avant, on pourrait sortir, même souvent on veille. On peut rouler jusqu'à petit matin.
Mais maintenant, on ne peut pas faire ça par rapport à la couvre-feu. Donc, on roule. Au plus tard, 18h30, 19h, tu roule de la maison. 18h, tu es à la station, il est à 20h, 20h30. Tu cours, tu viens à la maison. C'est tout. Donc, ça fait qu'ils s'enchaînent beaucoup de trucs. Ça ne va pas même. Ça ne va pas. Sérieusement, ça ne va pas. On n'a pas reçu d'aide du gouvernement ou même de la transport, rien. On n'a rien reçu. Donc, on est là, nous, on est là comme ça. On attend. On essaie quoi, c'est tout. Quand il monte d'abord, il a dit simplement que non, si mon client a cache-nez, là, maintenant, quand on prend les clients, ils n'ont pas porté cache-nez, on met sur le chauffeur. On dit pourquoi ton client n'a pas porté cache-nez? On te prend, les policiers qui sont sur le terrain, là, ils vont te dire non, il faut me donner 10 000 sur le champ, ils te donnent tes pièces. Si tu n'as pas les 10 000 sur toi, il écrit papier 22 500, il te donne. Maintenant, c'est à toi maintenant de causer avec ton doula, comment ton doula va faire. Sinon, ton doula dit, il faut au courant de quelque chose. Hein. Alors, le doula aussi dit non, comme c'est un problème qui est arrivé, on essaie de gérer. Si ton doula est gentil, il gère à ta place et tout. Mais en vente, si tu gagnes 10 000, tu peux économiser un peu. Et maintenant, si tu gagnes 1 500, si tu donnes 1 000 francs à la maison, tu vas économiser quoi? Ou bien, bon, il gagne 1 500 aujourd'hui, il a donné 1 000 francs, demain, il ne travaille pas ici, là. Après, demain, il va partir encore. Si Dieu m'a donné 2 000, ou bien 1 500, c'est la même chose, il a donné au moins 1 000 francs, ou 1 500. Elle se défend les enfants. Moi, si des grands, moi, si dehors, moi, je me défends, elle met 500. C'est tout. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu. Bonsoir et bienvenue. Bonjour John. Alors Roger, on commence par cette triste nouvelle. Le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté nous a quittés ce vendredi. Oui John, mauvaise nouvelle. Mori Kanté, connu pour le tube planétaire Yeke Yeke dans les années 1980, est décédé d'une longue maladie vendredi à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry. La nouvelle avait été annoncée par son fils Bala Kanté à un correspondant de l'AFP. C'est comme ça qu'on a appris tout ce matin. Mori Kanté, surnommé le griot électrique, a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne en particulier à travers le monde. Mori Kanté a démarré sa carrière dans les années 1970 avant de connaître une gloire internationale avec cette chanson Yeke Yeke. Moi, c'est mon père qui me l'a fait découverte et c'est la chanson qu'il aimait écouter à la maison, en tout cas chez nous. Cette chanson, sortie en 1987, est devenue un tube l'année suivante et les années après. Cette chanson est restée dans la mémoire de plusieurs mélomanes de la musique africaine. Ce matin, j'ai lisé des messages de condoléances sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'artistes sont en train de réagir, mais on a aussi vu les tweets du président Alpha Condé, le président guinéen, qui a rendu hommage à l'artiste, officialisant la nouvelle et saluant un parcours exceptionnel et une fierté. Rappelons aussi ici, John, que le monde de la musique africaine déplore depuis fin mars les disparitions successives d'icônes internationales originaires du continent. Et là, je pense à Manu Dibango, Tony Allen, Idir et maintenant Mori Kanté. Notre collègue Arzouma Compaoré a pu dénicher une interview avec Tidiane Seck, un ami, lui aussi un grand artiste africain, un ami à Mori Kanté. Suivons. Mori était quelqu'un de très ouvert et inspiré. Je dirais, nous avons eu plusieurs campagnes ensemble. Je parle de vie en tant que musicien, et aussi même nos familles. Je me souviens quand on faisait l'année dernière, septembre dernier tout près, la nuit du Mali, et il aimait me faire rire. Chaque fois qu'on se voyait, il me rappelle ce qu'on faisait dans les années 70 au Ray Band. Les histoires avec la direction du buffet hôtel de la gare et puis nos blagues d'enfants de cette époque d'adolescents et donc Mori
Et je l'ai en tête comme ça. Quelqu'un qui aimait la vie, toujours inséparable de ses instruments, la chorale, la guitare, voire le balafon, comme il excellait dans beaucoup d'instruments. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens dans ma vie. J'ai toujours échangé ma musique avec les autres musiques et ça a toujours marché pour moi. Il a fait un tube qui fut un tube planétaire, qui est Yeke Yeke. Et ça a été dansé un peu partout et donc c'est ce qui a d'ailleurs créé sa notoriété après le passage au Ray Band. Donc Mori, c'est justement, il fait partie de, tout comme Manu, Tony Allen, tout ça, des pionniers de la pop africaine justement. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Un vide, il a laissé des orphelins et je me souviens de lui comme si c'était hier encore, alors c'était le mois de septembre, sur la scène de Bercy où il rendait hommage à son peuple, selon lui, le Mali, dans ses concerts vibrants où il a même fait un morceau, un album où il y a un titre dédié au Mali. C'est le fils du Mandé. Chaque pas curieux, il voulait jouer différemment, il voulait tenter des expériences acoustiques et il aimait toujours sortir des vannes, des histoires drôles. C'était ça, Mori. Il était très profond, là. Il était, je vois en lui cet humain-là, quoi. Ouais, vraiment. J'ai appelé Djely Madi, mais bon, il est, comme je dis encore, nous sommes inconsolables. Djely Madi, il était incapable de me répondre. J'ai eu quelques autres anciens membres du Ray Band aussi, dont Sekou Kouyaté. Et puis bon, dans ce moment-là, on s'appelle, on a le réflexe de s'appeler pour saluer sa mémoire, parce que c'est une partie de nous qui part, quoi, comme ça. À Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, connue sur tout le continent pour ses soirées endiablées, la fête est finie. Cela fait près de 2 mois que les maquis et les boîtes de nuit sont fermées et que les concerts et les festivals sont annulés. Pour compenser le manque de scènes, les Afoué et Ozoa forment le duo du groupe Nafassi. Véritable révélation de la nouvelle scène pop urbaine à l'ivoirienne, connues pour leurs clips décalés et leur énergie débordante, elles ont trouvé un moyen, durant la crise sanitaire actuelle, de maintenir le lien avec leurs fans. Depuis 2 mois, déjà on a essayé de faire des vidéos pour amuser un peu nos fans, pour se dire que mine de rien, il faut garder la joie, le sourire et tout. Exactement. Be happy, comme on dit, quoi. Bon, en fait, on a essayé de faire des vidéos, de faire des lives et tout pour maintenir un peu, pour ne pas se faire oublier, parce qu'arrivé à un moment, tout le monde est dans la dépression, voilà. Le fait de rester à la maison. Ça rend paresseux. Être artiste et puis rester à la maison sans activité, franchement, c'est fatigant. Très active sur le digital depuis 2 mois, elle concède quand même que cette période n'a rien de naturel pour des artistes. Ce qui nous manque le plus en ce moment, c'est la scène. Weed Guns, la jeune star abidjanaise qui sort tube sur tube depuis quelques mois, lui, n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Il a entretenu ses fans sur les réseaux sociaux en publiant des titres enregistrés avant la crise et en faisant des shows en direct. Mais pas seulement. Pendant l'épidémie, on a profité pour faire une mixtape, voilà, tout en respectant les consignes d'hygiène. On n'était pas collés au studio, mais voilà, on a fait une mixtape qui va sortir bientôt. Et donc le corona a eu un côté positif. Celui que même le Covid-19 ne semble pouvoir arrêter se prépare déjà pour la suite. Rien va changer, tout va reprendre et je pense que ça va reprendre de la meilleure des manières, vu que ça va revenir avec du contenu. Il y a un mixtape qui arrive, donc c'est-à-dire de nouveaux sons. Donc je pense que le summer de cette année sera vraiment chaud. Jeune Lio est un touche-à-tout. DJ, organisateur de soirées et fin connaisseur de l'industrie musicale africaine, il explique le rôle du digital pour les artistes ivoiriens durant cette période. Le
digital a servi aux artistes à montrer un petit peu, je pense certains, à montrer leur univers. La présence sur le digital est assez naturelle pour les artistes ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est le pays du buzz. Et qui dit buzz dit Internet, dit Facebook, dit Twitter, dit Instagram. Donc c'est tellement naturel. C'est naturel pour les Ivoiriens d'être sur le digital. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'attendre que le label leur dise allez-y. Mais si le digital s'est naturellement imposé en ces temps difficiles, le jeune DJ camerounais explique aussi pourquoi la scène est si importante pour ces jeunes artistes. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on vit beaucoup plus du live. Sans bar ou cabaret ou maquis ouvert, pas de live. Parce que le streaming, encore par exemple ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, le streaming n'est pas encore important. Donc tout est mis sur le live. Donc sans live, sans argent. Les artistes vont devoir prendre leur mal en patience car pour l'instant, la réouverture des lieux de spectacle n'est pas encore prévue. Pas sûr donc que l'été s'annonce aussi chaud que prévu à Abidjan. L'Aïd al-Fitr, la fête musulmane la plus festive, est marquée par des célébrations, des réunions d'amis et de familles et surtout beaucoup de festins. Mais cette année, le coronavirus menace d'atténuer cet esprit. Ayesha Tanzim rend compte de la façon dont les musulmans dans diverses parties du monde prévoient de célébrer l'Aïd cette année. Le récit est signé Yacouba Ouedraogo. Les magasins sont enfin ouverts au Pakistan après une fermeture de près de 2 mois à cause du coronavirus. C'est quelques jours avant l'Aïd et les clients se précipitent pour rattraper le temps perdu. Ils ignorent les avertissements et les directives pour se protéger contre le coronavirus. Je ne pense pas que ce soit si important. Je veux que les gens continuent leur vie et leur routine comme d'habitude. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Contrairement au Pakistan, de nombreux pays comme l'Égypte sont toujours fermés. L'Aïd el-Fitr marque la plus grande saison de shopping dans la plupart des pays musulmans. Mais cette année, de nombreuses entreprises ressentiront la douleur de la perte de revenus. L'année dernière, il y avait des clients de mouvement. Nous pouvions travailler, il y avait une source de revenus. Maintenant, il n'y a pas de revenus. Nous ne ressentons pas la saison, nous ne ressentons pas l'Aïd. Certains pays comme l'Indonésie ont même interdit les prières spéciales de groupe pour l'Aïd. D'autres comme l'Arabie saoudite exhortent les gens à prier chez eux. Et certains comme l'Iran n'autorisent les prières de l'Aïd que dans des espaces ouverts avec distanciation physique. Les célébrations et les sorties auxquelles les gens se sont habitués à l'Aïd n'auront pas lieu cette année. Le rituel normal est qu'après la prière du matin, ce jour-là, les gens sortent, rendre visite à des amis et des familles, mais cette fois, il y aura une interaction minimale. Cela a conduit beaucoup de gens à penser à des moyens créatifs pour amener une sorte de normalité dans cette situation anormale. Ce sera une sorte d'Aïd numérique. Les gens se salueront lors d'appels téléphoniques ou vidéo. Je pense que tout le monde se préparera pour faire des vidéos. Les personnes avec des enfants sont particulièrement soucieuses de créer une atmosphère festive à la maison. Nous pouvons les amener sur le balcon, leur apporter des ballons à la maison, créer pour eux une atmosphère de joie et de bonheur de l'Aïd pour qu'ils n'aient pas l'impression que nous sommes dans une catastrophe. Dans un comté du New Jersey aux États-Unis, un maire musulman a élaboré un plan unique. Pour nous, à Tinek, je vais faire des fêtes dans la cour. Donc, fondamentalement, tout le monde peut sortir dans la cour, installer ses chaises et sa table, et si vous le souhaitez, les gens peuvent passer, et c'est ainsi que nous allons tous nous voir. Une chose est sûre, les gens se souviendront longtemps de l'Aïd de cette année comme étant une fête d'épreuves et de restrictions. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout, passez un excellent week-end.